16 août, en l'an de grâce 1861. Le palais royal d'Antananarivo, capitale du royaume de Madagascar, est enveloppé d'un silence de mort. Dans les appartements royaux, une femme de 68 ans agonise dans son lit, entourée par les fantômes de 3 décennies de terreur. Ranavalona Ier, reine de Madagascar, se meurt. Mais son héritage de sang et de brutalité avait déjà transformé à jamais la plus grande île d'Afrique en une forteresse impénétrable qui défia les empires européens pendant plus de 3 décennies. Durant son règne de 33 années, cette femme extraordinaire et terrible ne résista pas seulement à toutes les tentatives de colonisation française et britannique, mais créa l'un des régimes les plus brutaux et xénophobes de l'histoire africaine. Sous son commandement, Madagascar devint un cimetière pour les missionnaires chrétiens, les commerçants européens et quiconque osait défier son autorité absolue. Elle ordonna la mort de centaines de milliers de ses propres sujets, transforma la torture en art raffiné et créa un système d'espionnage si efficace qu'il faisait paraître la terreur jacobine comme un jeu d'enfant. Mais Ranavalona n'était pas qu'une tyranne sanguinaire. Elle fut l'une des rares dirigeantes africaines qui réussit à maintenir l'indépendance totale de son royaume durant l'apogée de l'impérialisme européen, utilisant une combinaison mortelle d'intelligence politique, de brutalité calculée et d'une compréhension instinctive de l'usage de la peur comme arme d'État. Sa cour était un labyrinthe de conspirations mortelles, de rituels sanglants et d'orgies de pouvoir qui choquaient même les visiteurs habitués à la violence coloniale. Comment une femme née dans une famille commune parvint-elle non seulement à accéder au trône, mais à s'y maintenir pendant plus de 3 décennies dans une société dominée par les hommes? Quelle méthode diabolique utilisa-t-elle pour éliminer ses ennemis et terroriser les puissances européennes? Et pourquoi sa mort marqua-t-elle la fin de la dernière grande résistance africaine à la colonisation européenne au XIXe siècle? Ranavalona naquit vers l'an de grâce 1788 dans une famille de paysans de l'ethnie Mérina, sur les hauts plateaux centraux de Madagascar. Son nom de naissance était Rabodo-Andrianam Poani-Mérina, mais elle serait connue par l'histoire simplement sous le nom de Ranavalona, signifiant « la pliée de soie ». Dès l'enfance, elle démontra une intelligence exceptionnelle et une ambition féroce qui la distinguait des autres jeunes filles de son village. Madagascar, à la fin du XVIIIe siècle, était une mosaïque de royaumes rivaux, constamment en guerre. L'ethnie Mérina, des hauts plateaux centraux, étendait sa domination sur les autres tribus de l'île sous la direction du roi Andrianam Poani-Mérina, l'un des grands conquérants de l'histoire malgache. Ce fut durant l'une de ces campagnes militaires que le destin de Ranavalona bascula à jamais. À 16 ans, elle fut choisie comme l'une des épouses secondaires du prince héritier Radama, fils d'Andrianam Poani-Mérina. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais une alliance politique destinée à consolider le soutien de la famille de Ranavalona au trône Mérina. Radama avait déjà une épouse principale, Rasoherina, mais dans la polygamie royale malgache, les épouses multiples symbolisaient le pouvoir et la stratégie diplomatique. Ce qui aurait dû être une vie de relative obscurité dans une cour polygame se transforma en opportunité lorsque Ranavalona démontra posséder quelque chose que ses rivales n'avaient ou pas, une intelligence politique exceptionnelle et une capacité terrifiante de manipulation. Tandis que les autres épouses se contentaient de luxe et de cérémonial, elle étudia obsessionnellement les mécanismes du pouvoir royal, mémorisa des généalogies complexes et apprit les secrets des traditions militaires Mérina. Quand Andrianam Poani-Mérina mourut en l'an de grâce 1810, Radama monta sur le trône sous le nom de Radama Ier et initia un processus de modernisation qui transformerait Madagascar. Il établit des relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne, permit l'entrée de missionnaires chrétiens, abolit la traite des esclaves et commença à occidentaliser l'administration royale. Ranavalona observait tout avec une alarme et une désapprobation croissante. Pour Ranavalona, la modernisation de Radama représentait une trahison des traditions ancestrales malgaches et une soumission humiliante aux étrangers blancs. Elle voyait les missionnaires chrétiens comme des agents de l'impérialisme européen, les commerçants britanniques comme des exploiteurs déguisés et les réformes occidentalisantes comme un chemin direct vers la perte de l'indépendance nationale. Ces soupçons n'étant pas infondés. Dans tout le continent africain, la pénétration européenne commençait toujours par des commerçants et des missionnaires. La tension entre Ranavalona et Radama
s'intensifia durant la décennie des années 1820. Elle commença à former secrètement une faction traditionnaliste à la cour, composée de nobles mérinas qui s'opposaient également aux réformes occidentalisantes. Ces hommes voyaient en Ranavalona non seulement une alliée politique, mais une dirigeante charismatique capable de restaurer la pureté culturelle malgache. En l'an de grâce 1828, Radama Ier mourut subitement à 36 ans, officiellement de fièvre. Les circonstances de sa mort furent toujours controversées. Certains historiens suggèrent qu'il fut empoisonné par des conspirateurs qui s'opposaient à ses réformes pro-européennes. Ranavalona, qui était devenue son épouse la plus influente durant les dernières années de vie du roi, était parfaitement positionnée pour hériter du pouvoir. La succession aurait dû être automatique pour Rakotobe, neveu de Radama et héritier mâle le plus proche selon la tradition mérina. Mais Ranavalona avait passé des années à construire un réseau de soutien parmi les militaires et la noblesse traditionnaliste. Dans la nuit de la mort de Radama, elle exécuta un coup de palais parfaitement orchestré qui élimina tous les rivaux potentiels en une seule opération sanglante. Rakotobe fut assassiné dans ses appartements avec plusieurs autres parents mâles de Radama. L'épouse principale, Rasoherina, fut étranglée sur ordre direct de Ranavalona. En quelques heures, tous les obstacles à son ascension au trône avaient été littéralement éliminés. Quand se leva l'aube du 1er août de l'an de grâce 1828, Ranavalona était la nouvelle reine de Madagascar. Son couronnement fut un mélange de cérémonies traditionnelles malgaches et de démonstrations calculées de pouvoir. Vêtue des soies rouges de la royauté mérina et portant les reliques sacrées des anciens rois, Ranavalona fut proclamée Ranavalona Manjaka, signifiant Ranavalona, la souveraine. Mais derrière la pompe cérémonielle, tous à la cour savaient qu'ils avaient assisté non à une succession légitime, mais à un massacre politique méticuleusement planifié. Les premiers actes de Ranavalona comme reine révélèrent immédiatement ses intentions. Elle révoqua toutes les réformes de Radama, expulsa la majorité des Européens de l'île et interdit la pratique du christianisme sous peine de mort. Les missionnaires reçurent 24 heures pour quitter Madagascar ou faire face à une exécution sommaire. Les commerçants européens virent leurs contrats annulés et leurs propriétés confisquées. La modernisation occidentalisante fut remplacée par un retour radical aux traditions ancestrales. Mais Ranavalona ne restaurait pas simplement le statu quo antérieur. Elle créait quelque chose de nouveau et de terrible, un État totalitaire basé sur la terreur systématique, la xénophobie absolue et une version extrême des traditions mérina que ses prédécesseurs avaient commencé à modérer. Sous son règne, Madagascar deviendrait l'une des sociétés les plus fermées et brutales du monde. Le système judiciaire de Ranavalona était particulièrement sinistre. Elle institutionnalisa le Tangena, une ordalie par poison où les accusés étaient forcés de boire une potion faite de l'écorce toxique de l'arbre Tangena. Celui qui vomissait le poison était considéré innocent. Celui qui mourait était coupable. Ce système n'éliminait pas seulement les ennemis politiques, mais terrorisait la population dans une soumission absolue. On estime que le Tangena tua plus de 100 000 personnes durant son règne. La paranoïa de Ranavalona s'intensifia quand les puissances européennes commencèrent à faire pression sur Madagascar pour rouvrir ses frontières. La France, en particulier, voyait l'île comme une extension naturelle de ses possessions dans l'océan Indien et n'acceptait pas qu'une puissance africaine indépendante contrôle des routes commerciales stratégiques. La Grande-Bretagne, bien qu'officiellement alliée de Madagascar durant le règne de Radama, commença également à voir Ranavalona comme un obstacle à ses intérêts commerciaux. En l'an de grâce 1845, la France lança sa première expédition militaire directe contre Madagascar. Une flotte commandée par le capitaine Romain Desfossés arriva sur la côte est de l'île avec 2000 soldats, espérant une conquête rapide contre ce qu'ils considéraient comme un royaume africain primitif. Ils sous-estimèrent complètement tant la détermination de Ranavalona que la sophistication militaire mérina. La résistance malgache fut féroce et bien organisée. Ranavalona avait passé des années à se préparer pour ce moment, fortifiant les côtes, entraînant une armée de plus de 20 000 soldats et développant des tactiques de guérilla adaptées au terrain montagneux de Madagascar. Quand les Français tentèrent d'avancer vers l'intérieur, ils rencontrèrent non seulement une résistance militaire, mais une population entière, mobilisée pour la guerre totale.
La campagne française fut un désastre absolu. Les maladies tropicales décimèrent les troupes européennes non acclimatées. Les attaques surprises Mérina éliminèrent des détachements entiers. Les lignes d'approvisionnement furent constamment sabotées. Après des mois de combats frustrants, les Français furent forcés de se retirer avec des pertes dévastatrices, laissant derrière eux plus de 1000 morts et blessés. La victoire sur les Français transforma Ranavalona en légende non seulement à Madagascar, mais dans toute l'Afrique. Elle avait prouvé qu'il était possible de vaincre militairement une puissance européenne moderne en utilisant des tactiques africaines adaptées et une détermination absolue. Mais le prix de la victoire fut payé principalement par son propre peuple. Pour financer la guerre et maintenir la mobilisation militaire permanente, Ranavalona institua un système de travail forcé qui asservit effectivement toute la population de Madagascar. Les hommes furent recrutés de force pour l'armée ou pour des projets de construction. Les femmes furent obligées de travailler dans les plantations royales sans salaire. Les enfants furent séparés de leurs familles pour l'entraînement militaire ou le travail domestique au palais. La société malgache fut militarisée à l'extrême. Ranavalona créa un système de caste militaire où le statut social dépendait entièrement de la position dans l'armée royale. Les civils étaient considérés comme des citoyens de seconde classe. Toute l'économie fut subordonnée aux besoins militaires, causant des famines récurrentes et des effondrements régionaux qui tuèrent des dizaines de milliers de personnes. L'aspect le plus sinistre du règne de Ranavalona était son système d'espionnage interne. Elle créa un réseau d'informateurs qui pénétrait toutes les couches de la société malgache. Les voisins espionnaient leurs voisins, les fils dénonçaient leur père, les épouses trahissaient leur mari. Toute critique du régime, si mineure soit-elle, résultait en emprisonnement, torture et fréquemment mort par le Tangena. Les exécutions publiques devinrent un divertissement régulier dans la capitale. Ranavalona assistait personnellement à ces cérémonies, assise sur un trône portatif d'où elle observait froidement, tandis que ses ennemis étaient déchiquetés par des lances, jetés du haut de falaises ou lentement empoisonnés. Ces exhibitions de cruauté n'étaient pas seulement une vengeance personnelle, mais un théâtre politique calculé pour maintenir la population terrorisée. Durant la décennie des années 1850, Ranavalona atteignit l'apogée de son pouvoir et de sa paranoïa. Elle avait éliminé tous les rivaux internes, vaincu les tentatives d'invasion européenne et créé un État totalitaire qui contrôlait tous les aspects de la vie à Madagascar. Mais l'isolement total coûtait également cher à l'île. L'interdiction du commerce extérieur avait drastiquement appauvri Madagascar. Les produits qui arrivaient facilement auparavant, grâce aux échanges avec les Européens, outils métalliques, tissus, armes modernes, devinrent rares ou disparurent complètement. La population était forcée à un primitivisme artificiel qui réduisait drastiquement la qualité de vie. Paradoxalement, ce fut durant cette période d'isolement maximal que quelques Européens réussirent non seulement à survivre à la cour de Ranavalona, mais à prospérer. Le plus célèbre fut Jean Laborde, un ingénieur français qui avait fait naufrage sur la côte malgache en l'an de grâce 1831. Au lieu de l'exécuter comme les autres étrangers, Ranavalona décida d'utiliser ses compétences techniques. Laborde devint une sorte de ministre de la technologie non officielle pour Ranavalona. Il établit des fonderies qui produisaient armes et outils, construisit palais et fortifications, et organisa même une petite armée de techniciens européens et malgaches qui maintenaient Madagascar en fonctionnement malgré l'isolement. Sa relation avec la reine était complexe. Certains historiens suggèrent qu'ils étaient amants, d'autres qu'il était simplement un esclave privilégié. La présence de Laborde et de quelques autres Européens à la cour créait une contradiction intéressante dans le règne de Ranavalona. Elle haïssait l'influence européenne et exécutait missionnaires et commerçants, mais n'hésitait pas à utiliser technologie et connaissances européennes quand cela lui convenait. Ce pragmatisme sélectif révélait que, derrière la xénophobie apparente, se cachait une politique calculatrice qui utilisait toutes les ressources disponibles pour maintenir son pouvoir. Durant les années 50 du XIXe siècle, la pression externe sur Madagascar s'intensifia à nouveau. La France, humiliée par sa défaite précédente, commença à planifier une invasion beaucoup plus importante et mieux organisée. La Grande-Bretagne, bien que publiquement neutre, soutenait secrètement toute initiative,
qui pourrait ouvrir Madagascar au commerce international. D'autres puissances européennes commencèrent également à voir l'île comme une opportunité économique perdue. Ranavalona répondit à ces menaces par une intensification encore plus grande de la répression interne. Elle ordonna la construction d'un système de fortification qui transforma Madagascar en forteresse gigantesque. Chaque ville importante fut murée et garnie. Les routes furent sabotées pour empêcher l'avancée de troupes ennemies. Les approvisionnements furent stockés dans des dépôts secrets à l'intérieur montagneux. Plus sinistre encore, elle institua une politique de terres brûlées préventive. Toute région qui pourrait être utile aux envahisseurs européens fut systématiquement dévastée. Les plantations proches de la côte furent brûlées. Les villages suspects de sympathie pro-européenne furent évacués de force ou détruits. Des milliers de personnes furent relocalisées de force vers l'intérieur, loin de tout débarquement ennemi possible. Le coût humain de ces politiques était dévastateur, bien que les chiffres exacts soient controversés. Les estimations historiques varient dramatiquement. Certaines sources suggèrent des dizaines de milliers de morts, d'autres des centaines de milliers, durant son règne de 3 décennies. L'absence de recensement précis de l'époque rend impossible la détermination de chiffres exacts, mais même les estimations les plus conservatrices indiquent que des milliers de Malgaches moururent à cause des politiques répressives de Ranavalona. Pour Ranavalona, les morts résultant de ces politiques étaient le prix nécessaire de l'indépendance. Elle voyait chaque Malgache qui mourait comme conséquence de sa résistance au colonialisme comme un sacrifice pour maintenir Madagascar libre de la domination européenne. Dans sa vision du monde, la soumission au colonialisme aurait été une mort culturelle bien pire que les pertes humaines de sa résistance. Les dernières années de Ranavalona furent marquées par une instabilité interne croissante. Son fils, le prince Rakoto, avait été secrètement converti au christianisme et entretenait une correspondance clandestine avec des missionnaires européens exilés. Il représentait une faction de la cour qui croyait que Madagascar devait se moderniser et s'ouvrir partiellement au monde extérieur pour survivre. La tension entre mère et fils atteignit son paroxysme en l'an de grâce 1857, quand Rakoto fut découvert planifiant un coup de palais pour renverser Ranavalona et annuler ses politiques isolationnistes. La découverte de la conspiration déclencha l'une des dernières grandes purges du règne, avec des centaines de prétendus conspirateurs exécutés par le Tangena. Rakoto échappa à l'exécution seulement parce que Ranavalona, malgré toute sa cruauté, ne put tuer son propre fils. Mais il fut effectivement mis en résidence surveillée et constamment surveillé par des gardes loyaux à la reine. La découverte de la trahison de son héritier dévasta psychologiquement Ranavalona et accéléra son déclin physique. Durant ces dernières années, Ranavalona devint de plus en plus recluse et paranoïaque. Elle apparaissait rarement en public, ne communiquant avec ses ministres que par intermédiaire. Les rituels de divination devinrent obsessionnels, la reine consultant des sorciers traditionnels plusieurs fois par jour, à la recherche de signes de trahison ou de menaces externes. La santé de Ranavalona commença à décliner drastiquement au début de la décennie des années 1860. Elle souffrait d'une condition non diagnostiquée qui causait douleurs constantes et épisodes de délire. Ses médecins traditionnels étaient incapables de la traiter efficacement, mais elle refusait de permettre aux médecins européens de l'examiner, même ceux comme Laborde, qui étaient techniquement ses alliés. Durant l'été de l'an de grâce 1861, il devint clair que Ranavalona se mourait. Mais même sur son lit de mort, elle continuait à gouverner d'une main de fer, ordonnant exécution et déportation jusqu'à ses derniers jours conscients. Sa plus grande préoccupation n'était pas sa propre mortalité, mais de garantir que Madagascar reste fidèle aux traditions qu'elle avait passé des décennies à défendre. Ranavalona mourut le 16 août de l'an de grâce 1861, après 3 décennies et 3 années de l'un des règnes les plus brutaux et extraordinaires de l'histoire africaine. Sa mort fut maintenue secrète pendant plusieurs jours, tandis que ses ministres organisaient la transition du pouvoir et se préparaient à de possibles révoltes ou invasions opportunistes. Les funérailles de Ranavalona furent une démonstration finale de pouvoir qui reflétait toute la contradiction de son règne. Des milliers de personnes y assistèrent, non par amour ou respect,
mais par peur que leur absence soit interprétée comme déloyauté. Les cérémonies traditionnelles, Mérina se mélangèrent avec des éléments qu'elle avait introduits, créant un spectacle qui était simultanément authentiquement malgache et uniquement sien. Avec la mort de Ranavalona, Madagascar entra dans une nouvelle ère sous son fils Radama II. Il annula immédiatement beaucoup des politiques les plus extrêmes de sa mère, rouvrit Madagascar au commerce extérieur, permit le retour des missionnaires chrétiens et initia un processus de modernisation prudente. Mais il était également trop tard pour éviter la colonisation complète. La France avait appris de ses défaites précédentes et reviendrait avec une force écrasante dans la décennie des années 1890. L'héritage de Ranavalona est profondément complexe et contradictoire. D'un côté, elle fut l'une des dernières dirigeantes africaines à maintenir une indépendance totale durant l'apogée de l'impérialisme européen. Elle prouva qu'il était possible de résister militairement aux puissances coloniales et de maintenir des traditions culturelles authentiques contre des pressions externes écrasantes. D'un autre côté, le prix de sa résistance fut payé principalement par son propre peuple. Des milliers de Malgaches moururent non aux mains des colonisateurs européens, mais comme résultat des politiques extrêmes de leur propre reine. Elle créa un État autoritaire qui, à bien des égards, imposa plus de souffrance immédiate à la population que le colonialisme même qu'elle combattait. Les historiens modernes peinent à évaluer adéquatement Ranavalona. Pour certains, elle fut une héroïne anticoloniale qui sacrifia tout pour maintenir Madagascar libre. Pour d'autres, elle fut une tyran génocidaire qui utilisa le nationalisme comme excuse pour une brutalité extrême. La vérité inclut probablement des éléments des deux interprétations. Ce qui est indiscutable, c'est que Ranavalona fut l'une des femmes les plus puissantes du XIXe siècle. À une époque où peu de femmes gouvernaient seules, elle maintint un pouvoir absolu pendant plus de 3 décennies dans une société traditionnellement dominée par les hommes. Elle vainquit les tentatives d'invasion par des puissances européennes modernes en utilisant des ressources limitées et une détermination féroce. Son histoire illustre également les dilemmes affrontés par les dirigeants africains durant la période coloniale. Collaborer avec les Européens menait fréquemment à la perte graduelle d'indépendance, comme cela arriva à beaucoup d'autres royaumes africains. Résister totalement exigeait des mesures extrêmes qui victimisaient fréquemment la population même, que les dirigeants tentaient de protéger. Madagascar, après Ranavalona, ne fut plus jamais la même. Son fils Radama II tenta de trouver un juste milieu entre isolement total et collaboration complète, mais fut assassiné par des nobles traditionalistes en l'an de grâce 1863. Ses successeurs continuèrent d'essayer d'équilibrer indépendance et modernisation, mais la pression européenne était inexorable. En l'an de grâce 1895, la France réussit finalement à coloniser Madagascar complètement, établissant un protectorat qui durerait jusqu'en l'an de grâce 1960. La résistance féroce que Ranavalona avait organisée continua sporadiquement pendant des décennies, mais jamais plus avec la coordination et l'efficacité qu'elle avait réussi. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après sa mort, Ranavalona demeure une figure controversée dans l'histoire malgache. Pour certains malgaches modernes, elle est une héroïne nationale qui défendit l'indépendance contre des probabilités impossibles. Pour d'autres, elle est un symbole d'autoritarisme et de xénophobie qui retarda le développement du pays. Son influence s'étend bien au-delà de Madagascar. Elle fut l'une des premières dirigeantes au monde à démontrer que les petites nations pourraient efficacement résister à l'impérialisme moderne en utilisant une détermination absolue et une connaissance intime de leur propre territoire. Les mouvements de résistance anticoloniale postérieurs étudièrent ses tactiques et stratégies. Ranavalona anticipa également beaucoup des dilemmes que les pays en développement affronteraient au XXe siècle. Comment équilibrer tradition et modernisation, indépendance et intégration globale, sécurité nationale et droits humains? Ces solutions furent extrêmes et fréquemment brutales, mais les problèmes qu'elle tenta de résoudre demeurent pertinents. La reine qui menaça l'Europe mourut comme elle avait vécu, défiante jusqu'à la fin, refusant de compromettre ses convictions même face à la mort. Ranavalona Ier fut simultanément l'une des grandes défenseuses de l'indépendance africaine et l'une des tyrannies les plus brutales du XIXe siècle. Son histoire sert de rappel tant de l'héroïsme que de l'horreur qui peuvent résulter quand les dirigeants choisissent de résister à l'impossible, indépendamment du coût humain.